Et bonjour. Bonjour, bonjour. On va attendre quelques secondes. Ah ben voilà. Bonjour Alice. Donc du coup, bienvenue. Aujourd'hui, on va rentrer dans le vif du sujet, qui est la seule blade de la dernière fois. Et bonjour Swanonix également. On va rentrer. Donc le plan du jour, c'est que sur le film, on va regarder le film de la dernière fois. Il y a des défauts. Donc le film qu'on a développé la dernière fois a quelques défauts qu'on va regarder au négatoscope, parce que j'ai pas encore scanné, mais ça suffira quand même pour voir quelques défauts évidents. Et après on va observer l'Hasselblad pour voir si on comprend pourquoi il y a ces défauts sur le film. Et pour ça on va vérifier le chemin optique. On fera aussi des tests à l'oscilloscope pour vérifier les timings, donc les timings du, euh, du déclenchement. Et éventuellement, on fera les réparations. Est-ce que tout est bon au niveau son, au niveau image? Bon, je vois pas forcément de réponse, donc on va dire que c'est bon. Oui, ça va, nickel. Ok, très bien, merci. Merci à vous deux. Alors, parce que la vue en 4 scènes, ça risque d'être compliqué, j'ai fait d'autres scènes qui devraient faciliter la vision. Donc j'ai dit qu'au début on allait regarder le film. Regardons le film, je vais pousser la seule blade, là où il gêne pas le champ de vision de préférence. Et on va mettre le négatoscope à peu près au milieu. Bon, on verra s'il faudra. Voilà. Et hop, on va inaugurer. Ouhou. Donc, je me suis dit qu'il fallait une scène où il y avait un gros plan et bon, les autres sont plus facultatifs, mais voilà. Et surtout, du coup, si on veut regarder le film, il va falloir sélectionner plutôt la vue du dessus. Voilà. Voilà. Mais c'est pas centré, mais ça je m'y attendais. C'est pas bien grave. Donc, allumer le négatoscope. Ah oui, il y a toujours ce problème de. Oui, j'ai pas réussi à l'enlever ça, hein. Donc, essayez de pas mourir en regardant quand ça clignote, et ça sera mieux. Ah, c'est vachement mieux comme ça. Oui, on verra. C'est voué à évoluer éventuellement, si nécessaire. Donc, la pellicule séchée, mais pas découpée, de la dernière fois. Non. Alors, on voit déjà directement plusieurs choses qui sont embêtantes. La première, c'est qu'elles sont très sombres. Alors, je vais essayer quand même de... Si ça aide pas... Bon, ça aide pas, non? Si, ça fait un reflet en moins, éventuellement. Je vous enlève un reflet, alors. Elles sont très sombres, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que sur chaque bas de photo, on voit que c'est plus clair. Sur toutes, hein. Toutes ont le même problème. Il y en a certaines où ça a l'air moins évident, mais pourtant c'est le cas. Sur celle-là, par exemple, on le voit moins sur la caméra, j'ai l'impression, mais pourtant on le voit bien. Donc toutes ont un problème.
où elles sont trop sombres et où il y a une espèce de bande noire en bas. Ça, c'est le premier défaut que je vois. Je peux éventuellement, d'ailleurs, si j'ai pas de bêtises, on va essayer de faire comme ça. Plus facile maintenant. Je peux éventuellement le montrer de plus proche, de plus près comme ça. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien le problème dont je parle. Des espèces de bandes blanches là qu'il y a en bas des images. L'autre problème que je vois, c'est que j'ai beaucoup de photos, alors là, ça sera plus difficile à montrer, mais qui me semblent être floues. Alors ça, je sais pas si je pourrais le confirmer facilement. Celle-là, elle est très floue. Celle-là, je sais pas trop. Elle pourrait être nette éventuellement, mais bon. Voilà. Bref. Oui, on le voit sur le chien. Que c'est flou? Ouais, c'est possible, hein. On fait des gymnastiques pour les avoir dans le bon sens. Bon, donc ça, je sais pas si, parce que c'est pas moi qui ai pris les photos sur celle-là, donc je me dédouane de de pas savoir l'utiliser. Mais je ne sais pas si c'est le photographe qui avait bu un coup ou si les lunettes faisaient tout dérégler ou si c'est l'appareil photo qui a un problème. Donc pour l'instant, je sais pas si on va le considérer comme un problème. Canonique. Du coup, si je comprends bien, elles sont surexposées avec un manque de lumière en bas. Et après, c'est toujours la faute du stagiaire. Bon, j'ai pas dit stagiaire, hein. Et après, oui, elles sont peut-être, j'en suis pas sûr, surexposées. Par contre, j'aurais tendance à dire que le développement s'est passé correctement, puisque là, entre les pauses, on voit quand même clairement que c'est bien transparent, hein. Si donc et il y a des zones qui sont claires aussi. Donc je n'accuserai pas, surtout qu'on a utilisé exactement le même processus que pour la pellicule avec le Lubitel, les mêmes temps, les mêmes. J'ai vérifié, non, on a bien respecté tout et tout était correct. Donc, pour l'instant, je ne peux pas accuser le développement en lui-même comme étant responsable. Voilà. Par contre, ça peut être plusieurs choses, comme par exemple l'ouverture, le réglage de l'ouverture qui est pas bon, ou le temps qui est pas bon. Ça, on le vérifiera tout à l'heure. Voilà, voilà. Donc ça, c'est les défauts qu'on observe sur le film. Et donc, bah maintenant, bah, il faut trouver le pourquoi. Alors, il se trouve qu'il y a une chose qui est facile à voir. Enfin, il y a un défaut que j'ai l'impression de voir, et on va vérifier si c'est bien la source du problème, enfin d'un problème. Je remballe juste ma pellicule pour pas l'abîmer. Bon, pour l'instant, je la stocke dans une boîte à l'abri de la poussière, de l'humidité et quoi que ce soit. Voilà. Donc, je peux rallumer, mais le négatoscope va quand même servir pour la suite. Alors, je vais juste le pousser quand même un petit peu pour montrer. Euh, je vais passer sur l'autre caméra. Hop, qui n'a pas voulu d'ailleurs refaire la luminosité correctement. Ah oui, mais parce qu'il y a toujours la source qui... Voilà, d'accord, ok.
c'est pas grave. Donc, l'appareil, comme je disais la dernière fois, il est composé d'un cube, et après c'est des modules qui viennent autour de ce cube. Il y a un cube, enfin il y a un objet, il y a un module, c'est l'objectif. Il y a un module, c'est le dos, qui contient la pellicule. Le dessus, c'est un module pour la vision, pour faire pour voir ce qu'on vise. Alice, on dirait qu'il y a une fuite de lumière dans le boîtier. Ah, oui, alors oui, peut-être que je ne l'ai pas montré, mais effectivement, autour des cadres, bonne remarque. J'étais tellement concentré sur l'autre défaut que j'ai oublié de le montrer. Mais je finis et puis on y reviendra. Ça va bien avec, parce que sur cet appareil, pour qu'il y ait des fuites de lumière, donc du coup, bah, il y a pas 50 endroits où elle peut rentrer. Il y a bien des mousses d'étanchéité à la lumière qui sont autour, notamment de la trappe, enfin, de la protection du dos. Voilà. Et il n'y a pas de mousse sur le boîtier en lui-même, en fait. Les mousses, elles viendraient, enfin, sont plutôt à l'intérieur, et la jonction, enfin, c'est la lèvre dans laquelle on rentre la petite plaque, là. Voilà. Il y en a probablement aussi autour du boîtier. Voilà, il y en a là. Donc, dans la gorge, là, tout le tour, pour faire étanchéité avec le truc mobile, il y a des mousses aussi. Et après, le reste est plutôt hermétique. Donc, s'il devait y avoir des fuites de lumière, par le boîtier en tout cas, vu comment est ça y est, j'arrive plus à le remettre. Voilà. Vu comment c'est agencé, la pellicule tournant de là à là, ben, ça devrait se trouver sur le côté. La fuite de lumière devrait arriver sur le côté de la pellicule. Donc ça, c'est si ça serait une fuite par le boîtier. Enfin, par le dos, pas par le boîtier. Pour ce qui est du reste, bah il peut y en avoir, là encore, une fois, sur les côtés. Si le dos n'est pas bien contre la paroi, et là, je vois pas de mousse ou quoi que ce soit qui soit fait pour garantir une étanchéité. Il y a des reliefs assez importants, je pense, qui sont suffisants. Donc, ceci dit, on peut toujours vérifier si quand le dos est monté, j'arrive pas à le remettre d'ailleurs. Pourquoi j'arrive pas à le remettre? Voilà. Pour ça, éventuellement, ce que je peux faire, c'est prendre une lampe un peu forte, comme ça. Voir si je vois des fuites comme ça, mais j'y crois pas trop. Enfin, ça va être difficile de les voir comme ça. En tout cas, elle serait sur le côté. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui peut fuir? Bah, le module d'en haut, éventuellement. Sauf que lui, donc celui-là, pour l'enlever, voilà, comme ça. Donc là, on a la partie qui s'ouvre. Là, on a la partie en vert, et la partie qui vient dessus, elle est bien plus grande que la précédente, donc je vois pas comment la lumière pourrait passer. De même, techniquement, il peut pas vraiment fuir par là, enfin je pense, puisque il y a un miroir en dessous. Et le miroir, il est soit en direction, enfin soit il renvoie la lumière qui vient de l'objectif, et donc du coup la pellicule, elle n'est pas censée être atteinte, soit il est remonté, et dans ce cas-là, elle fait étanchéité à la lumière aussi. Donc je pense pas que la lumière puisse venir du dessus. S'il y en a, hein, s'il y a une fuite de lumière. Et après, il y a l'objectif.
Ouais, j'ai du mal à... Voilà. Et après, il y a l'objectif. L'objectif, j'ai tenté de l'enlever hier. D'ailleurs, j'avais eu quelques difficultés avant de comprendre une petite utilité dont on reparlera tout à l'heure. Mais s'il y a une fuite de lumière, là, c'est pareil. Enfin, il faudrait que la lumière elle fasse des zigzags et ça me semble assez étonnant, quoi. Bon, alors, je reviens juste sur la pellicule par rapport à la remarque que j'ai eue tout à l'heure. Il y a des fuites de lumière, me dit-on. Ah, on dirait, peut-être. Bah, c'est difficile de dire qu'il y a des fuites de lumière parce que pour moi, la pellicule en elle-même, les seules traces qu'on voit, elles sont autour des images. L'image en elle-même ne semble pas avoir des défauts. Je ne vois pas de défauts comme ça, hein. À la limite, encore, il va peut-être falloir. Là, vous le voyez bien sur celle-là, là, par exemple. Sur celle-là, par exemple, on voit bien que la photo, précisément, hein, on voit bien que la photo s'arrête, fait un carré, et que légèrement au-dessus et légèrement en dessous, j'ai des petites traces noires. Donc éventuellement, ça pourrait être des traces de quelque chose qui a exposé la pellicule en dehors de la photo. Peut-être. Mais c'est en dehors de la photo. Je vois pas de traces évidentes de... C'est vraiment... la photo est exposée de façon uniforme. Juste en bas où j'ai une zone qui est plus sombre. Enfin, moins exposée. Donc pour moi, l'option de la fuite de lumière, pour l'instant, elle n'est pas... c'est pas une... Enfin, c'est une piste, mais pour l'instant, c'est pas la plus probable. Je sais pas si c'est enfin, si c'était l'idée qui était proposée. Et par contre, sur l'appareil, il y a quelque chose qui est évident, donc ça je vais le montrer de suite, hein, je remets ça à l'abri. Hum. Je n'avais pas vu ces traces tout autour. Par contre, la bande en bas de l'image, c'est un souci de lumière. Ou peut-être. J'ai montré ce que j'ai vu. Donc, cet appareil photo, il a plusieurs obturateurs. Oui, c'est comme ça qu'on dit. Il a l'obturateur qui est contrôlé par le temps qu'on lui règle, et il a un autre obturateur à l'arrière, enfin, ou plutôt des volets, mais bon, en anglais, ils disent shutter, auxiliary shutter pour celui de derrière, mais bon, bref, peu importe, qui est ces deux volets là, qui sont à l'arrière de l'appareil, et qui s'ouvrent. Donc là, voilà, je vais les charger, et qui s'ouvrent quand j'appuie sur le bouton, voilà, et qui se ferment quand je relâche le bouton. Et, je sais pas si on l'a vu, mais il y a un petit problème déjà. Je vais le montrer, je vais essayer de trouver un angle de lumière qui le montre bien. Hein, je sais pas si on le voit. Alors, je vais le montrer autrement, c'est pas grave. Où est-ce que j'ai mis... Où est-ce que je l'ai mis? Il est là.
Juste pour me simplifier le travail, je vais utiliser le petit déclencheur là sur manivelle. Ah, il ne se rabat pas à fond, et il ne s'ouvre pas en entier. Oui, exactement. J'ai essayé de le montrer mieux que ça. Quoi qu'on me dira, j'ai pas besoin de ça, puisque j'ai... Oui, bon, ça ira, c'est pas grave. Donc, je le recharge. Je vais mettre la petite commande en mode blocage. Et je vais surtout me mettre en mode B. Ouais, j'y suis, donc c'est bon. Qui va maintenir l'obturateur ouvert. Voilà. Enfin, en tout cas, il va celui d'en bas, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Donc, là, il reste ouvert. Et là, normalement, je peux le montrer avec la lumière. Voilà. Donc là, on voit bien qu'il y en a un qui est parfaitement ouvert et l'autre qui n'est pas parfaitement ouvert. Donc moi, je trouve ça déjà intéressant comme piste. Là, on le voit bien. Et on peut même... on voit bien qu'il a même un peu de marge. Hein. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que je voulais garder le négatoscope, c'est parce que ça sera plus facile à voir avec la lumière d'en dessous. Alors juste, je vais me mettre un transparent, une protection. Pour éviter d'abîmer le négatoscope. Voilà. Donc là, comme ça, quand on le regarde depuis en haut, avec l'obturateur, les deux obturateurs qui sont actuellement ouverts, bah on se dit, bah il y a peut-être pas de problème. Parce qu'on voit bien que le rond est bien rond, là. Que l'ouverture, que je peux régler, je crois, avec celle-ci. Non, mais que je peux pas, parce que pour l'instant, il est en mode déclenché, mais c'est pas grave. Je peux le rechanger. Hop, je ferme, je change. Non, j'arrive pas à le changer. Pourquoi je peux pas le changer? Ah, je pouvais, mais en fait, j'étais... Ok. Hop, recharge. Voilà, alors là, du coup, je suis plus en mode B, donc on n'a pas vu... attendez, il faut que je le règle comme il faut, sinon on va rien voir. Donc moi, je veux être en mode B. Voilà. Donc, par exemple, en mode B, en ouverture 22, voilà. On voit bien que là, il est beaucoup plus fermé. Hein. Voilà. Et il est en ouverture 22. Et si je change de taille, on voit bien que ça grossit. Non, alors là, ce qu'on voit, c'est un reflet, parce que là, il est entièrement fermé. Donc, pourquoi est-ce qu'il reste fermé? Bah oui, parce que du coup, il est plus en mode B, là. Je fais n'importe quoi. Mais bon, c'est pas grave. Bon, bref, je vais le remettre en mode B, ouvert à fond. Voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on m'a dit? Et il s'ouvre pas en entier, ça j'avais lu. Ah bien, la bande blanche en bas de la pellicule, c'est sûr que c'est ça. Mais justement, moi ce que je me dis, c'est il faut le vérifier parce que là on voit que quand il est ouvert en entier, on voit bien le cercle en entier vu d'en haut. Il faut vérifier, c'est qu'on le voit depuis bas. On va le faire juste après.
Il ouvre à combien cet objectif? Il ouvre de 22 à 3,5. Voilà. J'essaie de centrer pour la... Voilà. Et donc pour ça, bah, ça va être facile. Hein. On va prendre du papier calque ou du papier sulfurisé. Là, celui-là, je sais même plus ce que c'est. On va faire... Enfin, je pourrais juste le passer comme ça, là. Mais c'est un peu compliqué de voir. Et surtout, il est, comme il y a des reliefs, il est un peu embêtant à passer. Donc, on va juste mesurer rapidement combien il me faut. Ouais, ok. Ok, donc je vais faire un carré de 8 par 8, ça ira largement. C'est un carré, pas besoin de faire un carré extrêmement précis. Quelque chose d'approximatif, déjà, ça ira bien. Marquer. Non, j'y arrive pas, c'est pas grave. Ah, mais je suis bête, j'ai un petit marqueur. Bon, évidemment, je m'embête peut-être un peu pour rien, mais pas bien grave. C'est quand même pas normal que le rideau ne se rabat pas en entier. On est d'accord. Sauf que, de ce que j'ai lu, il y a plusieurs problèmes liés à la fermeture des rideaux. Et il y a des défauts, des fois, où c'est souvent les deux rideaux ensemble. Le défaut où c'est un seul rideau, ça semble être un peu plus rare. Juste pour montrer quand même que, à mon avis, c'est bien la source du problème, je fais ce petit carré, parce que là, on va voir de suite, normalement. Voilà, je rallume le négatoscope. Bon, là, il y a un angle qui fait qu'on a l'impression qu'il est pas en entier, mais c'est pas grave. Alors, je place mon rectangle, j'éteins la lumière. Ça devrait être évident. C'est la lumière du dessus encore, mais c'est pas grave. Je sais pas si vous voyez. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'on voit bien que le carré d'en bas, enfin, du coup, c'est pas un carré, qu'il y a une zone où effectivement il y a un éclairage qui est un peu mort, quoi. Donc là, mon papier calque qui simule un film, et là, on voit bien qu'il y a un problème. Il faut que je fasse de long parce que j'ai encore la lumière du dessus qui gêne. Peut-être comme ça. Voilà. Là, on voit bien que c'est diffus, quoi. Que la partie d'en bas, enfin d'en haut, là, sur l'image en tout cas, mais qui sera en bas sur, enfin comme les images sont inversées, ça représente le bas de l'image capturée. On voit bien il est pas net, il est atténué. Voilà. Donc pour moi déjà, ça prouve qu'on a un problème avec le rideau. Et après, tant que j'y étais, bon, ça sera très difficile à mon avis de le montrer, mais oui, parce que ça sature. Euh, Mais il y a aussi des petites cochonneries dans le chemin optique. Alors moi je le vois bien à l'œil, hein, notamment avec le négatoscope qui est bien blanc là. Mais il y a il y a des petites paillettes là, des petites poussières. Et bon, ça n'explique pas ça expliquerait des petites taches éventuellement sur le film, mais pas mais pas une bande comme on a vu là. Peut-être sur celui-là. Je sais pas si c'est facile. Ouais, non, j'y arriverai pas. Faudrait zoomer, enfin ça serait compliqué. Voilà. Donc pour moi, il y a au moins ça comme défaut déjà.
il y a des poussières, il y a le rideau, et après, il faudrait vérifier si au niveau du temps, il est bon. Voilà, voilà. Et donc pour le temps, ben justement, je le ferme pour pas justement qu'il y ait trop de poussière qui rentre à l'intérieur. Je le remets provisoirement son dos. Donc malheureusement, je ne suis pas équipé en matériel de réparation de photos, mais je me suis creusé un peu la tête pour savoir comment je pouvais mesurer le temps de déclenchement, le temps d'exposition de la photo. Et du coup, je me suis dit, les outils de mesure de temps que j'ai, qui sont faciles à... Enfin, faciles, c'est tout relatif, pour les brancher après sur le PC et vous montrer, c'est d'utiliser un oscilloscope. Donc, qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé dans mon stock un petit oscilloscope de PC qui se branche en USB et qui va me permettre de mesurer le temps. Et après, il me fallait un capteur et une source de lumière. Dans la source de lumière, on utilisera le négatoscope. Et le capteur, bah, je me suis creusé la tête un petit peu. J'ai fait quelques essais sur un autre appareil avec le panneau solaire et avec une photodiode. Enfin non, pardon, justement, les photodiodes, j'en avais pas. Et avec un phototransistor. Voilà. Swanonix, la poussière aussi proche ne se voit pas trop normalement. Oui. Enfin, après, ne pas oublier que le film est très grand et que... Ah oui, ça dépend. En fait, je pense qu'il y en a même des deux côtés. Il y en a... Enfin, bon, il est pas nickel. Je pense qu'il y a une partie qui est très proche du plan film, et il y en a une autre qui est peut-être plus loin. Voilà. Donc pour l'oscilloscope, euh, j'ai pas réfléchi à la longueur du USB, mais normalement ça devrait être pas loin d'être, ça devrait suffire. Là. Donc je le branche en USB. Alors je le conseille pas. Alors qu'est-ce que c'est? C'est l'OpenScope MZ, fait par Digilent. C'est, on va dire, la version low cost et open source de leur oscilloscope Analog Discovery. L'Analog Discovery étant très bien, enfin le 2 notamment, que j'ai eu l'occasion de beaucoup utiliser, mais que je n'ai pas personnellement. Moi j'avais acheté celui-ci, mais il a été rapidement abandonné. Alors attends, Alice, mais tu as des références de temps auxquelles comparer le déclenchement? Oui, alors ça c'est relativement facile parce que c'est écrit dessus. Mais ça je l'expliquerai après, mais en gros la vitesse de déclenchement qui est donnée en 1 sur... Enfin là il n'y a même pas écrit d'ailleurs, il y a marqué... qu'est-ce qu'il y a marqué là? Il y a marqué 1, 2, 4, 8, 15, 30, 60, 125, 250, 500. En fait c'est des 1 sur ça de seconde. Donc 1 sur 1 seconde, ça fait 1 seconde. 1 sur 2 secondes, c'est une demi-seconde. 4, c'est 1 sur 4 secondes, c'est un quart de seconde, etc. etc. Et 500, c'est 1 sur 500, pardon, 1 sur 500 secondes. 1 centième de seconde. Donc je vais pouvoir comparer avec ça. Et je reviens juste à l'oscilloscope, donc du coup. Dans l'oscilloscope, qui est pourtant fait par la même boîte qui fait l'Analog Discovery 2 et maintenant je crois le 3 d'ailleurs, bah celui-là il est un peu raté. Hein. Enfin, il est un peu raté à cause de l'interface on-machine qui n'a pas été très réfléchie, qui s'utilise par un navigateur en plus, pas avec une application DD. Après, ça a l'avantage de pouvoir être utilisé facilement sur toutes les machines qui ont un navigateur.
Mais en réalité, il faut installer aussi un petit utilitaire qui se lance en tâche de fond pour faire l'interface entre l'oscilloscope et le navigateur. Donc ça gâche un peu le truc. Et en plus de ça, Digilant a complètement abandonné le développement et la maintenance de cet appareil, parce qu'en gros, la communauté n'arrêtait pas de dire qu'il était nul, qu'il était vraiment pas bien. Parce que bah, donc du coup, ils se sont pas donné le temps d'améliorer l'interface machine. Parce qu'après, la partie acquisition, elle est correcte. C'est surtout les défauts de traitement de la donnée qui sont incorrects. Je pense que ce qui l'a le plus tué, c'est notamment la vidéo du youtubeur australien, Vblog. Il a complètement maltraité, on va dire ça comme ça. Et donc du coup, ils ont abandonné le développement. Mais bon, c'est pas bien grave. Moi, j'avais acheté ça quand même, et il est utilisable en l'état, et ça sera bien suffisant pour ce qu'on veut faire. Voilà. Au passage, il fait oscilloscope, mais il fait aussi générateur de signal. Il fait quelques autres fonctions. Hein. Donc on peut aussi l'utiliser, source de tension aussi. Et c'est pas trop mal pour faire de l'électronique de bureau sans avoir trop de matériel. Euh, Assez simple. Après, aujourd'hui, il est complètement abandonné, donc je conseillerais pas forcément. Mais les Analog Discovery, par contre, sont plutôt bons. Donc les Analog Discovery, ça je conseille. Ouais. C'est étonnant qu'il n'ait pas utilisé la même IHM que les autres versions. Ben oui, oui, oui. Je pense que c'est une histoire de source. Hein. C'est-à-dire que sur celui-là, tout est open source. Et je pense qu'il ne voulait pas diffuser les sources de l'autre, hein, tout simplement. Et l'autre truc qui change aussi, c'est que sur les Analog Discovery, c'est un FPGA qui fait l'interface, enfin qui gère la partie, enfin qui contrôle les ADC et fait l'interface avec l'USB, etc. Les ADC, les DAC, enfin bon, voilà. Alors que sur celui-ci, c'est un microcontrôleur, c'est un PIC32 de microchip. Donc l'interface ne pouvait pas vraiment être, je suppose, la même dans les deux cas, parce que là, je crois que ça simule un port série hein, pour communiquer les données. Quand il est chargé sur Linux, il est vu comme un port série. Voilà. Alors, je me rends compte juste que j'ai oublié de lancer justement ce petit utilitaire, et que mon clavier qui est à côté sans fil, j'ai oublié de changer les piles. Donc je me décale juste 3 secondes pour lancer le terminal qui va bien. Voilà, il est lancé, c'est bon. Et donc, normalement, si je fais ça et que je connecte, voilà, voilà. Là, normalement, on a l'interface. Attendez, je n'ai pas ouvert la bonne. Ça y est. Je peux ouvrir l'oscilloscope, l'interface de l'oscilloscope. Donc ça se présente comme ça. Donc une grille avec le temps sur l'échelle d'en bas et la tension sur l'échelle sur le côté. La tension en absolu, nous on s'en fiche un petit peu. Ce qui va être important, c'est le temps et de voir les temps de déclenchement. Juste pour montrer, enfin ce qu'il me faut par contre, c'est évidemment une sonde d'oscillo, ou en tout cas quelque chose qui me permet de brancher mes capteurs sur les ports BNC de l'oscilloscope. Donc là, je me mets sur channel 1. Voilà. Et juste pour faire la démo que c'est bien un oscilloscope, ce que je peux faire, c'est par exemple, je peux allumer le générateur et brancher la sonde dessus. Run. Ah oui, j'ai oublié de l'allumer, donc évidemment, voilà. Là, j'ai bien un sinus, hein, par exemple.
Ah oui, j'avais oublié les bip bip. Oui, hein. Normalement, vous les entendez pas parce que je les ai coupés, non? Bon, si vous avez des bips, vous me dites. Mais en gros, comme ça passe par le terminal, il affiche les caractères qui sont reçus, enfin, il affiche les données qui sont reçues, comme enfin, il les affiche en caractères. Et se trouve que dans les caractères, il y a le caractère de cloche, enfin de sonnerie, de, de bip. Donc quand il y a malheureusement cette donnée qui voit, bah, j'entends un bip à chaque fois. Mais là, normalement, j'ai coupé l'audio du bureau, donc vous ne devriez pas l'entendre. On Unix, pas de bip. Ok, parfait. Bref, donc je coupe là. Donc je disais, le générateur, on n'en aura pas besoin. Nous, ce qu'on va chercher déjà dans un premier temps, bon, là j'enlève le niveau de déclenchement. Donc là, je le laisse en libre. Je le fais tourner. Et là, par défaut, j'ai un niveau, parce que j'étais branché dans le truc. Mais quand je l'enlève, j'ai pas enfin, j'ai un niveau très faible. Voilà. Sononix, je parie que c'est ça qui a fait qu'il ne s'est pas vendu. Ah, bah, si c'est que ça, j'espère pas. Non, en vrai, je pense que c'est mon installation qui est un peu douteuse. Parce que ou alors c'est l'application qui reste, j'ai été obligé l'installer en mode manuel, et donc du coup, quand l'agent, il tourne pas en tâche de fond, je suis obligé de le lancer dans le terminal. S'il était en tâche de fond, il m'embêterait beaucoup moins, je pense. Et il biperait pas, surtout, en tâche de fond. Après, je peux aussi aller dans les paramètres du terminal et désactiver le bip, hein, mais bon, pour l'instant, on va pas aller là. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc, par exemple, si je vais faire simplement avec le panneau solaire, par exemple, et que je branche le panneau solaire, du coup, dessus. Donc, ça serait peut-être plus intéressant dans l'autre sens, mais bon, ça changera pas grand-chose, hein, mais bon. Voilà, donc là, j'ai clairement un niveau, parce que j'ai de la lumière ambiante, quand je mets la main au-dessus, j'ai le niveau qui baisse. Bon, et bien, ce qu'on veut observer, c'est que quand il s'ouvre, quand l'appareil va ouvrir, ben on va voir une montée, et quand il va refermer, hop, on va revoir le niveau descendre. Voilà. Évidemment, si les temps sont plus longs, ouais, alors ça c'est l'autre problème de cet oscilloscope, c'est qu'il ne sait pas faire des balayages de temps. C'est pas grave, je me suis compris. Mais si vous regardez en haut, là, hop, il y avait des petites variations. Bon, c'est pas grave, elle est passée. Voilà. Et si par exemple j'essaye de le faire avec le Lubitel, je ne l'ai pas du tout fait encore avec l'Hasselblad, hein, mais je l'ai fait déjà avec le Lubitel pour faire des essais. Donc le Lubitel, je l'ouvre, je vais le placer, alors, juste pour pas abîmer toujours mon négatoscope, je vais mettre le papier calque dessus. Voilà, je l'ouvre comme ça. Voilà. Et donc là, si j'arme, par exemple, je vais le mettre sur une vitesse très lente. Enfin, je vais même le mettre en mode B, comme ça on va le voir. Donc là, je l'ai armé. Si j'appuie, hop, ça s'ouvre. Et après, ça se referme. Donc ce que je veux, c'est que le capteur de lumière qui est au-dessus, il voit cette variation de lumière. Tout simplement. Si je mets le panneau solaire dessus, alors là, on voit une petite variation. Alors ça, je vais l'expliquer aussi. Cette petite variation là que l'on voit, c'est le scintillement qu'on voit à la caméra, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est que la lumière n'est pas continue, elle fait des légères variations à une fréquence de 50 Hz. Même de 100 Hz d'ailleurs, je dirais là, mais je vois 2 périodes dans 20 millisecondes, donc c'est même 100 Hz. Voilà. Mais c'est pas grave, ce qui compte, ça va être, enfin c'est grave, ça va être, ça en va être embêtant, mais pas trop.
Donc maintenant, ce que je veux, c'est que je veux placer, donc là je vais le couper, voilà. Ce que je veux, c'est qu'il déclenche sur un niveau, c'est-à-dire que je veux qu'il déclenche à partir d'un peu au-dessus que ce que je vois là. Et je vais les lancer en mode déclenchement seul. Hein. Donc là, pour l'instant, il est armé, donc il ne fait rien. Ensuite, c'est un super échec. Pourquoi ça marche pas? Ça marchait hier. Parce que j'ai bougé ou que j'ai mal placé le trigger à tous les coups. Donc je vais replacer le trigger. Je pense qu'il faut vraiment être très très proche en fait. Par exemple. Ouais, donc avec le panneau solaire, je vais avoir vraiment du mal en fait. Hein. Parce que la variation, c'est compliqué parce qu'en plus il y a une surface qui voit de la lumière alors qu'elle ne devrait pas la voir. Je suis ouvert en entier au moins ou pas? Oui, je suis ouvert en entier. Ok. Ah, je suis bête parce qu'il suffirait que je fasse ça. Voilà. Donc là, le niveau, il est pas beaucoup plus élevé. La différence de niveau est pas plus élevée. Oui, je pourrais masquer, effectivement. Mais de toute façon, c'est pas le but parce que le panneau solaire est pas adapté à la tâche. Je vais le montrer rapidement si j'arrive à trouver un réglage qui va bien. Alors, ce qu'ils mettent pas aussi, c'est ça, à mon avis. Voilà. Sans la lumière ambiante, je pense que ça va déjà faire plus de différence. Okay, donc là, ça devrait suffire. Je vais juste mettre un timing. Là, je vais mettre un quinzième de seconde, là, par exemple. Voilà, donc là, je l'arme. Mon trigger, il faut qu'il soit légèrement en dessous. Hop, je règle. Single. Voilà. Donc là, on voit en haut. On voit ma souris ou pas? Non, on voit pas ma souris. Zut. Est-ce que je peux régler ça rapidement? Je vais voir ça. Non, j'ai l'impression que je peux pas. Bon, c'est pas grave. Donc, là, ce qu'on voit, au milieu, alors je vais essayer d'agrandir l'échelle, du coup. Non, voilà. L'échelle de volt. Non, le problème, c'est que... Voilà. Donc là, on voit deux problèmes. Donc, il déclenche à la barre verte, parce il a changé de niveau. On voit le 50 Hz, enfin le 100 Hz même, parce que le panneau solaire, il le voit beaucoup. Et on voit que la durée de temps, là je vais mettre les curseurs. Ah, les curseurs ne veulent pas. Si. Ah. Il me manque, je vois pas le panneau pour sélectionner le curseur. Ah, je suis pas aidé, hein. Ah, j'avais pas essayé depuis OBS. Faudrait peut-être que j'ouvre le navigateur, le vrai navigateur, du coup. Hop, hein. Comme quoi l'interface n'est pas folle, en effet. Oui, en effet.
Time. Ah voilà. Bon, j'y suis allé au pif, je l'ai trouvé par hasard. C'est parfait. Hop. Donc les curseurs, je cale le premier au début, le dernier à la fin. Enfin, à la fin, elle est difficile à vous de dire, ça serait difficile de dire qui est qui, mais on va le mettre là. Là, qu'est-ce que je vois en bas à droite? Alors, en bas à droite, j'ai delta x. Delta x, c'est la différence de temps qu'il y a entre le premier curseur et le deuxième curseur. Et là, il me mesure 57,71 millisecondes. En dessous, il fait 1 sur delta x. Parce que 1 sur delta x, c'est la fréquence aussi. 1 sur du temps, c'est la fréquence. Mais il se trouve que la donnée qui est donnée sur l'appareil photo, donc 1/15 de seconde, 1/30 de seconde, bah, c'est la même définition. Donc en fait, ce que j'ai en Hertz, c'est exactement ce que je suis censé mesurer sur l'appareil photo. Donc là, par exemple, j'étais réglé à 1/15, il me mesure 17,33 à peu près. Donc je suis à 17,33 pour 15. Donc c'est pas si mal, c'est pas mal. Il n'est pas complètement déréglé, c'est pas un facteur 2 ou c'est pas un facteur énorme. Donc je peux m'en servir pour ça. Là, le problème, c'est que le panneau solaire, là je suis déjà au temps le plus lent de l'appareil photo. Si je veux mesurer des choses plus rapides, bah, mon temps va être extrêmement court et la précision va être complètement ridicule. Donc, utiliser le panneau solaire, c'est pas bon. Il faut utiliser quelque chose de plus rapide et surtout plus focalisé. Donc je vire le panneau solaire, et si je la retrouve, je passe sur la photodiode. Ça y est, je l'ai perdue. Où elle est? Elle était là. Je l'ai montré, non, tout à l'heure? Enfin, le phototransistor. Ça y est, je deviens fou. Bah, il est forcément dans les 50 centimètres autour de moi, de toute façon, hein. Comme quoi, l'interface 1, tu peux voir si c'est linéaire à 1 sur 800. Je peux faire alors 1 sur 800, en analogique, faut pas exagérer, le Lubitel, il monte qu'à 250, déjà. Et même le Hasselblad, il ne monte qu'à 500. Je vais le faire juste après que j'ai retrouvé la photodiode. Enfin, le phototransistor. Je mélange les deux parce que je l'utilise avec 2 pins sur les 3. Or, un transistor, normalement, a 3 pattes. Là, en fait, j'utilise que 2 pattes parce que la troisième, en fait, ne me sert à rien puisque c'est la lumière qui fait office de courant de base. Autant pour moi. Jeu de mots avec le mot temps. Ou bon, bah, je sais pas où j'ai mis le phototransistor. Bah, pas de phototransistor, pas de suite, hein. Bah alors, je deviens fou. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je vais prendre un autre. Ah, ça, bah oui, bah voilà, il était juste à côté. Donc, phototransistor. Donc, phototransistor, est là. Donc, juste, je peux le montrer rapidement. On va le montrer sur celui-là. Ah, oui, il faut que j'apprenne à viser. Non, bon, c'est pas la meilleure caméra pour ça. On va passer sur celle-là. Voilà. Alors, on va se mettre sur les 2 pattes.
là. Voilà. Une patte. Et la deuxième. J'essaye de pas l'abîmer. Voilà, donc voilà mon petit montage. Tout bête, hein. Juste connecter. Et donc je reviens à mon Lubitel. Et donc je me mets à la sortie de l'objectif. Alors si j'en mets pas l'oscillo, par contre, on va rien voir. Donc l'oscillo, tac, tac. Donc pour l'instant, je vais observer quel est le niveau de base de ma photodiode. Je ne la vois pas parce qu'elle est branchée en négatif. Et quand je l'enlève, ça remonte. Ok. Donc, je l'ai branché à l'envers, mais c'est pas grave. Ça sera l'affaire aussi. Non, remarque, c'est embêtant. Je change juste de patte alors. Voilà. Donc là, beaucoup de lumière, pas de lumière. Ok. Voilà. Donc je me mets comme tout à l'heure. Ah, hop là, il était déjà chargé, c'est pas grave. Voilà. Le trigger. euh, Où est le trigger? Je vois plus le trigger. Oui, c'est normal qu'il n'y en ait pas parce qu'il n'est pas réglé. Non, qu'est-ce qu'il me fait? Ah, l'interface Machine. Tac, tac. Et là. Je disais lumière. Non. Hop, tac. Voilà. Donc là, il se stabilise là. Bon, moi, j'ai des bites dans les oreilles, donc ça me perturbe, mais c'est pas grave. Donc ça, c'est niveau avec la lumière, niveau sans lumière. Ok. Donc on va se mettre là. Voilà. Je sais plus ce que je cherche, mais c'est pas grave. Donc le trigger, je le règle pas loin du max, mais un peu au-dessus. Stop, trigger front montant, single. J'ai bougé, donc j'ai fait. Voilà. Et voilà. Donc là, je viens de refaire la mesure qu'on a fait tout à l'heure avec la photodiode. Alors, niveau temps. Déjà, on voit que c'est beaucoup plus simple à faire, hein. Plus précis. Phototransistor. Je dis photodiode, c'est toujours phototransistor, hein. Voilà. Et là, alors, c'est là où je sais pas si on considère le temps comme quand c'est parfaitement ouvert ou quand c'est en cours d'être d'ouverture. Mais encore une fois, là, on est à 18,54 pour 15 données, enfin 15 approximatifs, parce qu'en plus, c'est pas un curseur net, hein, donc, voilà. Et donc, si j'accélère plus loin, si par exemple je vais à, je sais pas moi, si je vais à 125 par exemple, voilà.
Évidemment que, bon là il faudrait régler l'échelle de temps, mais c'est juste pour... Ah! J'ai encore bougé. Hop. Alors ça serait plus facile avec des outils qui sont faits pour, hein, mais bon. Voilà. Donc là, normalement, le temps est beaucoup plus court parce que j'ai mis 1 sur 125. Et là, je mesure 88, mais il faudrait refaire une mesure plus précise en zoomant. Voilà, comme ça. Je vais mettre là. Tu n'as pas une troisième main pour la sonde? Si, mais pour l'instant, on va pas utiliser de troisième main parce que c'est juste pour démontrer que de toute façon, après, je vais changer d'appareil. Bon, le deuxième, de toute façon, on le réglera après. Je réarme. Single. Je déclenche. Voilà. Et là, pour mon 125, je trouve 86 à peu près. Mais bon, encore une fois, c'est pas un appareil de folie non plus. Si je vais à 250, je vais le mettre à fond, hein. C'est pas non plus un facteur 2. C'est quand même pas trop grave. Hop, hein. Voilà. Donc là, je suis à 1 sur 250 et je mesure 214,5. Voilà. C'est rigolo parce que quand je faisais des essais l'autre jour, j'étais quand même plus proche de la réalité. Enfin, j'étais plus proche. La vitesse était plus élevée. Comme quoi, il peut y avoir quelques variations en fonction de la température ou des choses comme ça. Mais encore une fois, 214,5 pour 250, c'est pas si mal, hein. Il n'y a pas un facteur 2, donc pour moi, c'est correct. Voilà. Donc, bah maintenant, reste à faire la même chose, mais avec notre Hasselblad. Donc, pour la Hasselblad, du coup, on va enlever le dos. Alors, il y a du relief, mais j'espère que ça va pas abîmer. Bon, j'aurais dû prendre un plastique rigide, mais c'est pas grave, ça fera l'affaire. Hop. Donc je suis en ouverture max. Sauf qu'en ouverture max, je n'ai pas le droit d'être en... Je sais pas... Comment ça? Si, je peux régler. Voilà. Bon, on va pas faire toutes les vitesses, hein, parce que de toute façon... de toute façon, déjà, aux vitesses les plus lentes, il m'interdit d'ouvrir à fond. Voilà. Ce qui est logique, parce que sinon, dans tous les cas, on aurait trop... Enfin, ça serait sursaturé, quoi. Donc, je germe l'appareil. Et on va faire pareil, du coup. Alors, en espérant, parce que là, je suis embêté par comment ça s'appelle déjà? Le pare-soleil? Enfin, le pare-soleil, oui, je crois que c'est... Bon, enfin, bref, mais ça devrait aller. Alors, je règle mes niveaux. Je fais off, run. Regarde où à peu près le niveau. Le niveau, il est assez... Il est beaucoup plus bas, là. Donc, je le descends. Voilà. Je repasse en single. Non, d'abord, oui. Je règle le trigger en haut. Là, je suis en vitesse de... J'ai un doute, d'ailleurs.
C'est 30 ou 60 ça? Je sais pas. Bref, on verra bien. Donc single, et je déclenche. Pour déclencher, du coup, je vais utiliser... C'était particulièrement lent. Ouh là là, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, je vais refaire un essai parce que ça n'a pas été particulièrement... Enfin, il n'a pas déclenché, donc ça me paraît bizarre. Je vais enlever la... Je vais enlever la rallonge, là. Ah oui, mais j'ai oublié de remettre le trigger. C'était très long, oui. Oui, tout à fait, oui. Mais je crois savoir pourquoi. C'est parce qu'il touchait le... Il touchait Il y a une petite... Quand on appuie, il y a une petite tige qui sort pour aller appuyer sur le compteur du dos. Et donc du coup, je pense que ça l'a ralenti. Donc là, je soulève un tout petit peu. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bah là, j'ai à peu près 39. Sachant que le curseur, je suis pas sûr de là où il est, parce qu'il est entre 30 et 60. Alors, j'ai un petit doute. Là, je me mets sur 30 piles. On va voir si ça change quelque chose. Pas ça, je vais régler le trigger. Voilà. Alors là, c'est beaucoup plus long. Mmh. Je me demande si... Ah, j'ai oublié de le redéclencher. Ah mince. Ah. Ah oui, mais alors là, j'ai du bruit parce que j'ai les deux tiges qui se touchent et c'est ma faute. Faut que je règle mieux mes trucs. Bon, si j'avais soudé un petit truc, au moins, je me serais moins embêté. Mais bon, comme c'est juste une installation provisoire, c'était très long, oui. Ok, donc là, normalement, on est un peu au-dessus, donc ça devrait aller. Je remets le trigger, tac, tac. J'ai oublié de charger l'appareil, évidemment. Voilà. Ah, c'est étrangement long, là. Les me met... Oh, remarque, non, ça va. 25, à peu près. 25 pour 30. Ça va, ça va. Je m'attendais à pire. Par contre, ça me semble pas répétitif. Ça me paraît bizarre. Je refais un coup. Voilà, là, c'est un poil plus long. Et donc, du coup, c'est plus bas. Ça fait 23, 24, là. Bon, c'est pas... Ça va, ça va. C'est pas déconnant. Essayons plus rapide. Donc, pour aller plus rapide, faut que je bouge la bague là.
Un 125e. Voilà. Faut que je remette le trigger. Tac. Alors, le relâchement, c'est parce que, enfin, le deuxième clac qu'on entend, c'est moi qui relâche le bouton. Parce qu'en fait, c'est le volet, enfin, c'est les volets de derrière qu'on entend, hein, qui font le plus de bruit. Donc, on peut pas dire que ça soit ça. Enfin, il y a deux claques, en fait. D'ailleurs, j'aurais dû montrer un schéma avant de lancer l'oscilloscope, là, comme ça. Je vais le montrer après. Là, je vois 102. Mais en même temps, il commence à se fermer avant. On voit clairement que la courbe de descente, là, qu'on voit, c'est la courbe de descente parce qu'il est en train de se fermer. Donc entre le début où il se ferme et le début, la fin, enfin, on a entre 138 et 98. Donc on n'est pas loin, hein, du 125. Hein. Donc pour moi, par exemple, le 125, il est bon, là. Faut voir s'il est répétitif. Oui, si on peut le reproduire. C'est étonnant, toutes ces variations de temps long. C'est le 100 Hz. Non, là, le 100 Hz, on le voit plus. Hein. J'ai oublié de mettre le trigger, parce que je suis idiot. Tac. Alors, il y a aussi le fait que je bouge un peu qui fait un peu de variation. Hein, mais pour l'instant, voilà, c'est toujours pareil. Hein, on voit bien, ça varie un peu, quoi. Mais on est dans un ordre de grandeur qui est attendu, quoi. Pour un appareil comme ça, enfin, le temps est bon. Hein. C'est pas censé être quelques pourcents d'erreur. Hein. Ça m'étonne pas que ça soit des dizaines de pourcents d'erreur sur quelque chose qui fonctionne avec des ressorts. Et oh, j'ai encore oublié de le recharger, je suis bête. Je vais en profiter pour agrandir l'échelle de temps, d'ailleurs. Alors, hop, je réarme, on fait un coup. Ah, c'est pareil, le début, on ne sait pas s'il faut le prendre quand il est à régime établi ou quand il est au début, quoi. Bon, je sais pas s'il faut se placer au milieu. 97, si je le prends là, si je le prends par là, je suis... Ouais, mais là, ouais. Bon, enfin, c'est pas trop déconnant. Je trouve que ça va. Il est plus lent, mais il est... Donc, on va me dire, oui, il est plus lent. Donc, ça peut expliquer la surexposition. Oui, mais pas autant. C'est-à-dire que un facteur 2, c'est que bah, c'est comme si on divisait le temps par 2. Enfin, je veux dire, en termes d'exposition, ça fait pas une surexposition aussi prononcée. Enfin, pour moi. On va essayer les plus rapides. Donc après ça, il y a 250 et 500. On va commencer par 250. Alors, le signal est beaucoup plus petit parce que... Non, je vais dire une bêtise. Il est beaucoup plus petit. Ceci dit, je peux l'augmenter un peu. Je suis pas pile en face du trou, donc ça pas. Bah là, je l'ai pas eu, par exemple, parce qu'à mon avis, le niveau, il est pas bon, parce que... Ah oui, parce que le trigger est trop bas, là, du coup. Faut que je le rehausse un tout petit peu, que je le redéclenche. Ah, j'ai encore bougé. Ah, pourquoi il déclenche plus, là? Il y a un faux contact.
Alors, où est-ce qu'il en est le niveau d'ailleurs là? Ouais, il est très bruité là. Parce que j'ai augmenté le niveau? Non, pas autant que ça quand même. Ouais, c'est le bruit du... Le négatoscope, il fait beaucoup de bruit, hein. Tac, tac, tac. Ah bah là, j'ai plus rien là. Qu'est-ce qui se passe? Ah, mais je me suis pas trompé en le rebranchant. Je suis pas branché sur la mauvaise branche. Non, c'est bien de l'autre côté. Je vais redescendre en new, hein. Donc, off, run. J'ai beaucoup de bruit en fait. Ouais, c'est ça le problème. Se mettre au-dessus. Déclenchement, single. Voilà, là je l'ai de nouveau. Plein. Alors, qu'est-ce qu'on a? C'est difficile parce que dans les vitesses les plus rapides, on voit vraiment les vitesses. Enfin, il y a deux choses qu'on peut. Enfin, soit c'est la vitesse du phototransistor qui pose problème, mais je pense qu'il est plus rapide que ça. Soit c'est vraiment le temps d'ouverture mécanique de l'obturateur et le temps de fermeture mécanique de l'obturateur. Voilà. Donc là, j'étais à 250 et bah, là, tel que c'est pris dans les deltas, j'ai 300, donc c'est plus rapide si je le prends comme ça, mais si je le prends de milieu à milieu, ça va être évidemment un peu plus lent. 230. Donc pour moi, 250 pour 230 comme ça, voilà, la vitesse elle est bonne. Pour moi, elle est bonne. Je vais refaire un coup. Voilà, 227. Pour moi, c'est pareil. Donc 250, c'est bon aussi. Et donc du coup, il me reste que le 500 à tester. Donc évidemment, normalement, c'est censé être le plus imprécis et le plus difficile à atteindre. Parce qu'avec les années, les ressorts se détendent, ça se dérègle. Bon, s'il y en a un qui devait être le plus difficile à atteindre, ça serait le 1/500e. Non, ça devait pas être bien centré. Non, le trigger veut pas, mais en même temps, je vois qu'il est très haut par rapport au niveau de base. Ah, qu'est-ce qui va pas? Non, c'est pas mal. Donc pourquoi il t'embête? Single. Ouais, bon. Le niveau est très bas. Mais bon, ça m'étonne pas. Hop.
Hop. Du coup, là, j'ai 428, tel quel. Si je le prends seulement sur les niveaux, bah, ça va être un peu plus. Là, ça va être à peu près 600. Donc là, pareil, hein, pour moi, le temps d'ouverture, il est correct. Voilà. Alors, encore du spam. Message. Oui. Ah, on me propose pas le bouton pour le supprimer cette fois-ci? Si, voilà, tac, boost. Bref, donc du coup, bah, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire qu'a priori, avec l'oscilloscope là et le phototransistor, on a réussi, à mon avis, à démontrer que la partie temps de l'appareil est bonne. Voilà, tout simplement. Alors évidemment, on n'a pas vérifié toutes les vitesses. Cependant, je pense que les vitesses qui ont été employées, elles étaient dans celles qu'on a testées, hein. On a testé 30, 60, 125, 250, 500. Ça doit être ça. C'est déjà rassurant. Tout à fait. Voilà, voilà. Donc, maintenant, bah, qu'est-ce qu'il reste? Il reste que le problème qui est avéré. Alors, pour l'instant, je n'ai pas l'explication de si c'est en lien avec le, l'exposition qui est trop élevée. L'exposition qui était trop élevée, c'était peut-être tout simplement un mauvais réglage. Ça pouvait aussi être... Alors, il y a aussi quelque chose, c'est qu'hier, j'ai enlevé l'objectif parce que je savais pas comment on faisait. Donc, je me suis renseigné à comment on faisait pour mettre l'objectif. Et donc, sur cet appareil, je vais enlever l'oscilloscope. Mettre la caméra, voilà. Ou... Ouais, je sais pas. Je sais pas ce qui est mieux. Celle-là, celle-là. Ou alors la caméra du dessus. Peut-être. Ouais, je vais comme ça. Donc sur cet appareil, il y a un bouton pour enlever l'objectif, qui est ici. Mais en fait, il suffit pas d'appuyer sur le bouton pour pouvoir l'enlever. Il faut que l'appareil soit chargé. Enfin, que le miroir soit en bas. Et une fois que le miroir est en bas, là, on peut appuyer sur le bouton et enlever l'objectif. Voilà. Et on voit le miroir au passage à l'intérieur. Et j'avais du mal ensuite à le remettre parce que en fait, la commande de l'appareil, la fermeture, en fait, quand je remonte, c'est sur le boîtier, et le boîtier transmet aussi l'énergie par un axe qui tourne et qui entraîne la petite vis là où il y a une flèche rouge, qui est pas une vis en fait. Et ce truc là ferme ou ouvre, enfin en l'occurrence il ouvre enfin, il ouvre le chemin optique, notamment pour que pour qu'on puisse voir l'image dans le miroir. Et d'ailleurs là on voit bien qu'il est ouvert. Et je me demande si, quand il avait été remis, il n'avait pas été remis incorrectement, c'est-à-dire, parce que là du coup il est en position chargée, entre guillemets. Mais à côté, il y a un petit bitonio qui est à côté, et ce petit bitonio, si on appuyait dessus, enfin, j'ai fait l'expérience, mais là je vais pas le refaire, bah, ça décharge en fait c'est le déclencheur, donc le déclencheur, quand on appuie sur le boîtier, il envoie la commande par ce petit bitonio, et ce petit bitonio, du coup, bah, il utilise les réglages de timing qui sont sur l'objectif, qui sont embarqués dans l'objectif pour fermer à la vitesse qui va bien. Et je me demande s'il n'a pas été remonté alors qu'il était partiellement fermé, ou en tout cas pas dans la même position que le chargement, et que donc du coup il était décalé en termes d'ouverture.
Ou en termes de timing, je sais pas. C'est une hypothèse un peu farfelue, là, mais bon. Donc là, je le reverrouille, mais il est toujours en position déclenchée. Alors là, je peux pas le déclencher parce qu'il y a toujours la plaque qui l'empêche. Voilà, hop, voilà. Et là, je le décharge. Et le réglage est entièrement manuel ou il y a un capteur? Non, non, là, c'est entièrement manuel pour le coup, hein. Voilà. Donc là, il faut soit avec un capteur externe, soit avec l'expérience, juger de la luminosité ambiante et faire ces petits réglages d'ouverture et de temps, ce qui donne au passage sur celui-là l'indication de luminosité en EV, je crois, je sais plus comment c'est, je sais plus le terme exact. Bon, bref, l'échelle rouge là, c'est la combinaison du temps d'ouverture, qui est l'échelle blanche d'en haut, avec l'ouverture qui est en bas. Et ça donne la luminosité. Ou plutôt, si on voulait le faire dans l'autre sens, c'est si on mesurait une luminosité avec un capteur, on aurait une luminosité, donc cette fameuse flèche rouge. Cette flèche rouge, on la réglerait, donc on peut désaxer on peut choisir le niveau de luminosité, et ensuite, on peut choisir différents réglages qui restent couplés entre l'ouverture et le temps d'ouverture. Enfin, voilà. Je sais pas si j'ai été très clair. Bref, voilà. Voilà, voilà. Donc, je pense qu'on voulait investiguer sur les sources potentielles. Moi, j'ai envoyé deux possibles. Pour l'instant, il n'y en a qu'une que je retiens, qui est le volet qui est en bas. Enfin, en bas, qui est derrière. Voilà. Bon, je remontre. Voilà. Le volet qui est partiellement ouvert. En tout cas, celui du haut est partiellement ouvert. Oui, c'est clair. Ok, bah parfait. Bah donc maintenant, il reste plus qu'à ouvrir en fait, hein. Donc avant ça, je voulais montrer quelque chose parce que j'ai étudié mon sujet quand même. Euh, alors, il faut que je dégage les cams. Tac. Alors déjà, première chose, je vais montrer ça. Donc qu'est-ce que donc? C'est le service, enfin, il a plusieurs noms, mais là j'en ai pris un, mais en fait il y en a sous plusieurs formes. Celui-là, c'est le manuel de réparation de la Solblad. Enfin, il couvre plusieurs appareils, dont le 500 CM, qui est celui-ci. Et, et surtout, en fait, quand on navigue dedans, on voit les schémas des différentes pièces qui composent l'appareil. Ah, j'ai bloqué le... Ah, la roulette ne fonctionne plus maintenant. Décidément. Bref, c'est pas grave. Et surtout, ce que je voulais montrer, ça se trouve beaucoup plus bas. Voilà. Donc là, on arrive dans la section dite service manuel. Alors attendez, je vais réessayer d'interagir avec. Non, je peux pas. D'accord, très bien. Euh, hop. Donc dans le service manuel, on a toutes les étapes pour démonter l'appareil et le réassembler.
et le régler évidemment. Hem, alors, est-ce que je vais retrouver la partie que je voulais montrer? Alors là, on est au début, hein, là, on est au début de la section, donc j'ai dû le rater ou alors il était dans l'autre sens. Alors si, on peut regarder déjà, ça, déjà. Bon, pour le démonter, cet appareil, on nous dit quoi? On nous dit qu'il faut enlever la molette, en gros, je résume, et sur le côté, la molette de remontage. Ensuite, on doit enlever les vis qui sont sur le support, qui est en dessous, enfin qui permet de qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait n'importe quoi. J'ai grisé le attendez, je recharge la page parce que j'ai fait des bêtises. Enfin, bon, la molette refuse toujours de fonctionner, mais c'est pas grave. Bon, hop là, voilà. Donc je reviens dessus. Voilà. Donc il faut enlever la molette qui est, sur le côté. Donc la grosse molette qui est ici. Enlever les vis qui sont sous le support. Sous ce support, il y a encore d'autres vis, et une fois qu'elles sont enlevées, on peut enlever tout le mécanisme du bloc. Voilà. Donc ça, c'est dans ce manuel, on voit ça. Je vais montrer un autre document après qui est plus clair, mais qui est pas officiel, mais qui montre des photos de l'étape. Et après, on va essayer de faire la même chose. Et l'autre chose que je voulais montrer, par contre, ça va pas être rapide si je le trouve pas comme ça. On va essayer comme ça. J'aurais dû noter les pages. Un peu bête de ma part, hein. Là, c'est celle-là, c'est cette page-là. Mince, qu'est-ce que j'ai fait? Zut. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on nous dit dans cette page? Que comment régler en gros les volets qui sont derrière. Et il y a une roue qui règle les deux volets en même temps. Et après, indépendamment, on nous dit que ces volets qui sont sur des pivots, on nous dit de serrer enfin de maintenir le pivot avec une pince pour l'empêcher de bouger, et ensuite de pousser le volet, tout bêtement en fait. Donc, bah, vu que c'est la procédure, on va faire ça, hein, tout bêtement. Hein. Voilà. L'alignement des volets peut s'ajuster en maintenant le pivot, en utilisant une pince, et en tordant prudemment dans la direction désirée. Voilà, c'est ce qui est écrit. Donc ça, c'est la procédure officielle pour faire ça. Donc ça m'a l'air relativement simple, c'est ce qu'on va faire, je pense. Après, l'autre document que je voulais montrer, c'était celui-là, qui est tout bêtement quelqu'un qui a fait un petit document pour montrer comment lui l'avait démonté. Euh, donc voilà. Les étapes qu'on disait, il faut enlever d'abord le bouton, enfin le bouton, la manivelle, enlever les 4 vis, puis ensuite on a encore des vis à enlever, et ensuite il sort, et on a accès sur le côté au mécanisme. Voilà. Bon, et après lui il fait d'autres choses, mais
Donc on va essayer prudemment de faire ça, tout bêtement. Non, pas celle-là, celle-ci. Voilà. Donc, alors je sais pas s'il faut enlever l'objectif ou pas. Pour l'instant, on va le laisser. Ça empêche de rentrer une partie de la poussière. Donc la manivelle, elle s'ouvre comme ça. Il y a un petit bouton au milieu. Et ce bouton, normalement, si je dis pas de bêtises, il faut l'appuyer et tirer en même temps. Non, ouais, voilà. Bon, il fallait appuyer et décaler et décaler. Donc la manivelle, je l'ai enlevée. Là, je me retrouve avec un, je sais pas comment ça s'appelle, mais en gros une espèce de vis qui a deux trous pour visser. Donc ça, on peut le faire avec une pince. Si on n'a pas l'outil qui va bien, je vais y aller doucement. Alors j'ai peur que ça soit un peu gros, ça quand même. Oui, c'est un peu gros. Qu'est-ce que j'ai pour essayer ça? Je vais essayer avec une précelle. Je vais chercher une précelle. Ça devrait faire l'affaire, je pense quand même. Alors, une précelle. On va prendre une précelle auquel je tiens pas trop. Ah, quoique j'en ai des plus solides peut-être. Bon, on va voir, on va essayer. Si ça force un peu, on changera de méthode. Hop là. Mais ça force un peu quand même. Je vais déformer mes pinces si je force trop. Euh... Ah bah zut alors. On va pas faire ça. Zut, zut, zut. Que j'aurai l'outil adéquat dans les trucs d'horlogerie. Non, ça c'est trop écarté, hein, j'arriverai pas. Ah, ceci dit, il y a une pince peut-être un peu plus solide. On va essayer avec la pince plus solide. Non, ça veut pas. J'ai pas forcé comme un bourrin. Ah, c'est bête d'être bloqué pour un outil, là. Bon, si vous avez une idée, vous pouvez crier, hein. Ah, peut-être... Non, c'est pas assez écarté. Hum, hum. Je vais essayer. Alors, est-ce que ça rentre dedans? Ça, non, c'est trop gros. J'ai essayé avec un seul côté pour l'instant. Non, toujours trop gros. Dans cela. Trop gros. Celui-ci. Ok, ça va faire l'affaire. C'est quoi le diamètre des trous? Bah, c'est pas bien large. C'est... Il y a les au pif, hein, mais... Enfin, avec le réglé, mais... C'est sensiblement des trous de 1 mm.
à peu près. Et ils sont écartés d'environ... voilà, c'est plus difficile à voir quand même. Ils sont écartés d'environ 7 millimètres et demi. Mmh, mmh. En fait, c'est que j'ai pas de pince plus petite, c'est ça qui est embêtant. Avec du fil de fer qui ne se tord pas trop, ça pourrait le faire. Ouais, j'ai pas de fil de fer qui fera ça, hein. Là, il faudrait... Enfin, en plus, il sera jamais assez rigide, le fil de fer, je pense, là, dans ce cas-là. Bon, je pense que j'y arriverai pas. Et une pince Sacer Clip, ça va, j'ai pas du tout ça, là. Donc du coup, bah, c'est pas bien grave. Euh, on va pas inventer des méthodes et abîmer l'appareil, donc si je peux pas aller plus loin, bah, j'irai pas plus loin, c'est pas bien grave. J'attendrai, je vais voir si je peux me procurer les outils. 2 aiguilles à coudre et un tournevis pour faire levier. Les aiguilles à coudre, euh, non, non, parce que c'est un peu ce que je faisais là. Là, je pense vraiment qu'il faut y aller. Il y a un peu de couple quand même, hein. Je pense vraiment qu'avec 2 éléments, là j'ai essayé un peu avec les deux, j'y crois pas trop là. Non, non, mais c'est pas grave, on va rester prudent. Bah, ça sera pour une autre fois. Là déjà on a investigué un petit peu, on a fait le tour des... On a mesuré, on a fait quelques mesures. On a vu que il y a probablement le problème du volet à régler. Donc du coup, bah, prochain stream, ben, on réparera. Enfin, je vais essayer de me procurer l'outil qui va bien et puis on avancera là-dessus. Le vrai outil qui va bien, normalement, non, le burin et un marteau, non. Je pense pas, non. Non, l'outil qui va bien pour ça, c'est un espèce de compas. Je sais, je l'ai déjà vu dans plein d'occasions. C'est pour ça que je regardais les outils d'horlogerie. Parce que sur les montres, des fois, on voit ça aussi. C'est des compas avec 2 pointes. Et donc, du coup, on peut régler la distance de façon fixe, mais réglable. Donc, on la règle. Les 2 pointes sont à distance réglée. Et c'est assez rigide. Donc, c'est une espèce de compas, l'outil qui va bien pour ça. Voilà. Un outil pour discuss passer à la machine à laver. Euh, non, non, non. Je vois l'idée, mais non. Non, non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. On va rester. Je préfère ne pas l'abîmer et avoir les outils qui vont bien. De toute façon, cet outil me le faut. Ça fait un moment que je sais que ça existe. Et pour plein d'occasions, j'en aurais eu besoin. Donc c'est l'occasion de me le procurer. C'est dommage que je l'ai pas là. Mais bon, c'est comme ça. C'est pas bien grave. Donc, eh ben écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Bah, on n'est pas allé jusqu'à la réparation, mais bon, j'espère que ça vous a quand même intéressé un peu. Je remonte juste le bouton, du coup. Hop, hein, donc pour le remonter, il suffit... Alors, il y a des petites flèches, donc il faut aligner les flèches. Hop, voilà, donc là, il est bon. Voilà, voilà. Voilà. Tac. Oui, tout à fait. D'accord. Par rapport à si c'était intéressant, bah, tant mieux.
Impression 3D sinon, non, ça sera jamais assez solide, impossible. Non, là vraiment pas. On a éliminé la piste de la vitesse, tout à fait. Pour ce qui est d'ailleurs du coup de la surexposition, pour moi il reste deux pistes possibles, mais qui sont pas, enfin qu'il n'est pas possible de prouver maintenant. Et soit que le réglage a été mal fait sur toute la pellicule, était surexposé, c'est comme ça. Soit, deuxième hypothèse, qui est que c'était lié à l'objectif et à ce que je disais tout à l'heure, et qui c'est pour ça aussi que j'avais eu du mal à le remettre, ou l'enlever, enfin, et que le fait de l'avoir remis comme il faut a peut-être réglé le souci, mais ça je pourrais jamais le savoir maintenant. Il aurait fallu que je le fasse avant de le démonter, la mesure. Donc voilà. En tout cas, si on devait reprendre des photos maintenant et voler corriger, si les vitesses sont toujours bonnes, bah, il y aura plus de raison. Enfin, s'il faudrait vérifier que l'ouverture se fasse bien, mais quand il est entièrement ouvert à 3,5, on voit bien que c'est rond. Et quand on descend de niveau, on voit bien qu'il est de plus en plus petit. Donc pour moi, les niveaux sont bons aussi, hein. Les niveaux d'ouverture sont corrects. Et après, ouais, je vois pas d'autres pistes à explorer, mais en tout cas, même sans ça, je dirais que s'il est bien réglé, il n'y a pas de raison qu'il ne fonctionne pas bien, hors ce problème de volet, là. Oui, c'est cool, je ne m'attendais pas à ce souci. Au fait, on peut faire la même mesure que tu as faite avec une photo résistance. Alors, j'ai des photos résistance aussi. J'y ai réfléchi un petit peu. Probablement qu'on pourrait, mais les photorésistances sont de 1 beaucoup moins sensibles que le phototransistor, donc les niveaux seraient beaucoup plus difficiles à faire. Ou il faudrait une lumière qui soit beaucoup plus puissante. Enfin, faudrait contrôler mieux les choses. Et en plus, elles sont lentes. Alors, je sais pas à quel point elles sont lentes et si elles seraient compatibles avec les temps de montée et de descente qu'on cherche à voir. Parce qu'en gros, quand on est à 1 pour 1000, bon là on n'est pas à 1 pour 1000, on est à 1 pour 500 sur celui-là, mais bon, c'est le même ordre de grandeur. On est à 1 milliseconde. Et en 1 milliseconde, il y a eu le temps. Enfin, c'est le temps de maintien à l'état haut. Et après, tu as les temps de transition qui sont beaucoup plus courts que ça. Donc il faudrait que ça soit au moins 10 fois plus rapide que ça. Donc il faudrait que la bande passante soit au moins de 10 kg, je dirais. Voilà. De 10 kHz. Je ne suis pas certain que les photorésistances arrivent à passer 10 kHz. Il me semble qu'elles sont beaucoup plus lentes que ça. Et le panneau solaire, c'est pareil. Normalement, c'est une photodiode, un panneau solaire. Enfin, c'est bon là, dans ce cas-là, c'était même plusieurs photodiodes mises en série. Alors, j'ai pas enlevé le plastique de protection, mais on s'en fiche. Mais du coup, là, c'est trop grand. Et quand elles sont trop grandes, bah, il y a une grosse capacité parasite et elles ralentissent les temps de montée et de descente. Donc ça, c'est pas bon aussi. Donc si un panneau solaire, ça devrait fonctionner, mais il faudrait qu'il soit plus petit. Tu pourrais refaire un test avec une seule pause, ou tu vas devoir tester avec une pellicule entière. Alors est-ce qu'on peut faire des pellicules partielles? C'est ça la question? Euh, oui, enfin, mais c'est compliqué parce qu'après pour les découper, faut le faire un peu à l'aveugle, quoi. Ou en sacrifier, c'est sûr. Ah, ça me semble compliqué quand même, hein. Parce que comme ces pellicules-là sont sur du papier, on doit pouvoir ouvrir le dos et celles qui sont déjà embobinées et protégées par le papier ça devrait être bon. Il faudrait, mais par contre, celle qui est au milieu, elle serait gâchée, les premières, elles seraient gâchées. Donc en gros, je pense que pour en avoir une, il faut au moins en sacrifier 3 ou 4, quoi, je dirais. Or, comme il y en a 12 sur la pellicule, c'est pour ne pas gâcher après la réparation. Oui, tout à fait. Après, il existe des appareils, euh, bah, les réparateurs photo, ils ont des appareils, de toute façon, pour ça, qui mesurent directement la luminosité qui atteint la pellicule, hein.
qui donne directement l'exposition pour vérifier si le niveau d'exposition est correct, en temps et en ouverture. Moi, je bricole avec l'oscilloscope, là, mais bon. Mais en vrai, je vois pas pourquoi ça serait incorrect, parce que l'ouverture, elle est mécaniquement pas falsifiable. Enfin, si je vois que quand c'est complètement ouvert, c'est rond, et que je vois un niveau plus petit à chaque fois que je fais un niveau, jusqu'au niveau le plus petit, je vois pas comment ça pourrait être incorrect. Donc pour moi, il reste que le temps. Et le temps, on peut le mesurer comme on l'a fait là. Donc pour moi, ça devrait suffire à, à confirmer ça, quoi. Tout le reste, après, normalement, a été conçu de manière... Enfin, il y a des choses qui se décalibrent pas, quoi. La seule chose qui varie dans le temps, qui vieillit, entre guillemets, dans ces choses-là, ça serait les ressorts qui se détendent, qui changent les temps. Enfin, je pense. Et l'autre problème potentiel, ça serait l'opacité des optiques. Mais bon, j'ai jamais vu une optique qui devient tellement opaque que enfin, ça doit exister, mais pas sur ces générations-là. J'imagine qu'il y avait des verres qui pouvaient devenir opaques à une époque. Bref, voilà, voilà. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je sais pas s'il y a d'autres questions. S'il n'y a pas d'autres questions, on va arrêter là, je pense. Bon, j'ai perdu beaucoup de temps avec l'Ubitel aussi. Mais bon, c'était pour montrer plus facilement qu'on pouvait faire des mesures. Bon. Après, si j'avais tenté de l'ouvrir dès le début, bon, ça aurait été encore beaucoup plus court. Comment va le blob? Le blob, il grossit. Je finirai par refaire une petite mise à jour sur le blob. On le, on le ressèchera, entre guillemets. On le, on le mettra au sec. Après, pour être totalement transparent, il y a des parties que j'ai pas changées pendant trop longtemps et qui avaient un peu moisi, mais après, il y a des boîtes qui étaient correctes encore. Donc ça va. De toute façon, on était déjà. La dernière fois que vous l'avez vu, il y avait 6 boîtes. Voilà. Il s'était répandu dans les 6 boîtes. Euh, voilà. Mais normalement, il faudrait le changer tous les 2-3 jours de boîte. Bon, et je vais vous laisser là. On n'a pas fait 2 heures, mais c'est pas grave. Je compte pas les heures. Je cherche pas à faire forcément 2 heures. Mais bon, de toute façon, on va pas aller plus loin. J'ai pas les outils. Il faudra le prendre en photo avec le Hasselblad. Ah, ça pourrait effectivement boucler, mixer les domaines, mixer les thèmes. Pourquoi pas. On va faire le portrait du blob en pose longue. En pose longue. Longue comment? Très très longue ou bon, après il bouge pas vite, donc pourquoi pas. Bon, allez, écoutez, je vais vous laisser là. Je vous souhaite une bonne soirée.
À une prochaine fois. Je vais finir par faire un planning et à être régulier, mais pour l'instant, c'est pas encore à l'ordre du jour parce que j'ai encore des événements, on va dire, qui chamboulent ce que je voulais faire au départ. Si je dois refaire un stream, du coup, ça sera pas vendredi matin. Enfin, en tout cas, déjà, ça sera pas demain. Ça sera pas le jeudi, ça sera pas le vendredi matin. Peut-être le vendredi soir. Et à partir de la semaine prochaine, peut-être que j'établirai un planning régulier. Je verrai. Ou ça serait 2 ou 3 jours par semaine, à des heures un peu moins mobiles. Là, pour l'instant, je fais un peu n'importe quoi. Voilà, voilà, je vous tiens au courant de toute façon. Merci d'être passé. Et je vous dis à la prochaine. Merci et bonne soirée. Et vous allez même pouvoir voir que j'ai fait une scène de fin. Tac. Bonne soirée. Bon, je vais pas la laisser 50 ans, hein, la scène. Hein. C'est juste parce que, voilà. Je disais l'autre fois que j'avais pas de scène de transition, de début ou de fin. Donc je me suis amusé avec un waterfall. Bon, allez, au revoir.